La veille, tu es au centre du monde, tu as 15 rendez-vous par jour avec 3 personnes, tu vois à peu près tous les gens célèbres dans ton domaine. Le lendemain, tu n'as plus rien. Donc tu as plein d'activités, mais qui sont vraiment du gros B2B. Donc c'est des choses que le grand public connaît moins parce que c'est rare qu'on achète un moteur d'avion. Non, pas toujours. Combien d'attaques par an sur Framatome ? Une dizaine par jour. Les pays qui ont vraiment la capacité à développer des nouveaux réacteurs, tu as les Américains, les Coréens du Sud, les Français, puis ensuite tu as les Chinois et les Russes. Donc toi, c'est un club à 3 et la France fait partie de ce club à 3. Donc c'est une grande fierté pour ceux qui y sont, c'est une responsabilité aussi parce qu'il faut faire tourner ça et puis il faut protéger cette filière et la développer. Il explique que quand il est jeune ingénieur, en fait, s'il était ingénieur chimiste, il prépare une expérience, il fait exploser un laboratoire. Bienvenue dans Let's Talk About You, le podcast qui part à la rencontre des hommes et des femmes qui influencent la trajectoire d'entreprises renommées. Nous connaissons leur société, mais nous ne connaissons pas leur nom. Nous utilisons leurs services, nous consommons leurs produits. Ils prennent des décisions qui influencent nos vies. Mais qui sont-ils ? Nous allons le découvrir ensemble. Je suis Oméric Dessart, entrepreneur, auteur et podcasteur. À travers ces échanges, je souhaite mettre en avant la personnalité de celles et ceux qui ont tant à nous raconter. Retrouvez un nouvel épisode sur votre plateforme favorite. Pour les recevoir directement, je vous invite dès à présent à vous abonner. Très bonne écoute. Il a acheté son premier ordinateur dans les années 80 en vendant un jeu vidéo programmé sur un ordinateur prêté. Aujourd'hui, il est au cœur de la digitalisation de l'industrie nucléaire. Vincent Champin, c'est un parcours hors norme. X, NCA, DEA à Dauphine, économiste, directeur de cabinet du ministre du Numérique et de la Prospective, McKinsey, fondateur de General Electric Digital Europe et aujourd'hui membre du comité exécutif de Framatome où il pilote la transformation digitale, l'IT et la cybersécurité d'un des piliers de notre souveraineté énergétique. Présent partout dans le monde pour fournir les composants essentiels des centrales nucléaires et des services associés, notamment numériques. Stratégie, tech, IA, cybersécurité, mais aussi services publics et politique industrielle, il navigue à l'aise dans tous ces mondes, avec une vision tranchée et une énergie contagieuse. Bienvenue dans Let's Talk About You pour un épisode entre algorithmes, réacteurs nucléaires et convictions fortes. C'est parti. Bonjour Vincent. Bonjour. Vincent, première question, est-ce que l'on peut se tutoyer ? Bien sûr. Merci beaucoup de nous accueillir chez toi. Là, ça se voit pas, mais on est en chaussons, c'est ultra agréable, mais au moins, tu as une maison qui est absolument magnifique, donc vraiment un grand merci. Est-ce que tu peux nous partager ton état civil ? Ouais, Vincent Champin, donc je suis né en 1971, marié et 3 enfants de 24 ans à 5 mois. Félicitations pour la petite dernière. Et est-ce que tu peux nous partager ton souvenir d'enfance le plus lointain ? Alors c'est toujours difficile, mais je crois que le plus lointain, ma mère avait fait un voyage en Algérie quand j'avais 4 ans, et je me souviens qu'il faisait très chaud et que je portais une énorme malle. Et donc c'est ça mon plus grand souvenir, en plus ancien souvenir. Tu te souviens de l'âge que tu avais à peu près ? 4 ans, je pense. Et pourquoi l'Algérie ? Il faudra lui demander. C'était un voyage touristique, il n'y avait pas d'origine Non, pas d'origine, vraiment... c'est purement touristique, c'était, voilà. Et alors, comment s'est passée ton enfance ? Où est-ce que tu as grandi ? Dans quel coin de France ? Alors, c'est assez simple. Moi, je suis né donc à Montbrison, dans la Loire. C'est une ville d'à peu près 10 000 habitants qui a plusieurs particularités. Un, c'est la ville où s'est formé Mickey 3D, le groupe. Et c'est aussi une ville qui a l'un des plus grands lycées de France. J'étais en 6e 16 et il y en avait d'autres après. Et donc c'est une ville à 40 minutes de Saint-Étienne, donc vraiment dans une zone rurale et qui est un peu le lieu de convergence des tas de personnes qui sont dans des villages autour, d'où le gros lycée. Et j'y suis né et je l'ai quitté pour aller en classe prépa après le bac. Et puis ensuite, j'ai quitté la classe prépa pour venir à Paris. D'accord. Voilà, j'ai eu après, point de vue professionnel, j'ai voyagé ailleurs, mais c'est essentiellement Montbrison, Lyon, Paris. Donc on va venir juste après sur la partie Lyon, je suppose c'est la prépa. Voilà. Mais alors, si on revient sur ton enfance plutôt heureuse, joyeuse à Montbrison, des frères et sœurs. Ouais, une sœur, 2 frères, effectivement, sans histoire. Mm-hmm. Et tu sais très rapidement, parce que dans l'introduction, on a dit que tu avais créé ton premier jeu. Là, t'avais quel âge quand tu as fait ça ?
J'avais 14 ans. Et en fait, beaucoup de choses dans ma vie qui sont je pense comme pour beaucoup de personnes, un peu des hasards, des circonstances exceptionnelles. Donc là, en fait, il se trouve que le père d'un de mes amis, en fait, faisait de l'électronique. Et en fait, donc, il se trouve que les mercredis après-midi, j'allais chez cet électronicien. Et donc, je bricolais avec lui. Donc là, on a commencé à faire des programmes sur des Minitel. On a commencé à faire des choses. Donc, j'ai commencé un peu à y prendre goût. Et puis après, par le hasard des rencontres, en fait, j'ai rencontré des personnes un groupe de personnes qui commençaient un jeu et qui cherchaient un programmeur. Et donc, donc j'ai fait ce programme. C'était le jeu Unitor. Donc, il a été distribué notamment dans toutes les écoles. Et puis, donc, j'ai eu un peu d'argent. Et avec ça, je me suis acheté un Amiga. Donc, beaucoup de hasard cumulés. Surtout, ce que je trouve rigolo, c'est que tu vas chez un copain et en fait, c'est pour jouer avec son père. C'est pas pour jouer avec lui. En fait, c'était l'ami des parents d'un de mes copains. Mais effectivement, non, mais bon, il se trouve que c'était des rencontres. Lui, bon, il a aussi, tu vois, il m'a un peu tendu la main. C'est-à-dire que un gamin comme ça, t'aurais pu lui dire, justement, on va jouer au foot. Ouais. Voilà. Et alors, collège, lycée, ça se passe bien? T'es bon élève? Enfin, j'étais élève, j'avais de bonnes notes, mais en fait, je voyais pas trop d'intérêt à tout ça. Jusqu'en première, en fait. Et en première, en fait, j'ai commencé à avoir plutôt des bonnes notes. Début de la terminale, très mauvaise note, donc j'étais piqué au vif et du coup je me suis mis à travailler. Bon, là ça a été bien meilleur et il n'y aurait pas eu ça, là encore j'aurais fait complètement autre chose. Je pense que j'aurais fait un DUT d'informatique. Ensuite je serais devenu programmeur dans une SS2I. J'aurais pas du tout fait ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est vraiment un hasard absolu. Je pense toujours au film Un fauteuil pour deux avec Eddie Murphy. En fait, c'est l'histoire d'un type qui est dans la rue, qui est un banquier très riche, puis à un moment, il y a un échange entre ces deux personnages, et le type qui vient de la rue, en fait, s'aperçoit que dans banquier, le rôle lui va tout à fait, et il se dit, mais finalement, cette vie, elle est faite pour moi. C'est un peu ce qui m'est arrivé. T'étais du bon côté du fauteuil, en fait. Voilà, j'étais pas complètement dans la rue non plus. Quand tu es en première et que tu as cette piqûre, tu savais déjà ce que tu voulais faire? Ouais, depuis 4 ans, je voulais faire de l'informatique. D'accord. Donc c'était je veux faire de l'informatique. À l'époque, les gens autour de moi ne savaient pas vraiment les écoles d'ingénieurs, tout ça, donc ils m'avaient dit, ouais, tu vas à la fac, tu fais un DUT, puis après tu seras programmeur. Je leur ai dit, ouais, mais il y a des ingénieurs en informatique. Ils disent, ouais, mais ça c'est difficile, donc en gros, essaye pas. Puis à un moment, c'est les profs qui ont dit, bon, là, faudrait quand même qu'il aille en prépa pour voir ce qui se passe, et puis voilà. Donc là, tu vas à Lyon? Je suis à Lyon, au lycée du Parc. Tu découvres... on est en quelle année? Parce qu'on n'est pas encore dans la hype de l'informatique. Ah non, pas du tout. On est en 89, donc on n'est pas dans la hype d'informatique. Il y a des cours d'informatique, on fait du Pascal. En gros, ça intéresse 2 personnes dans la classe. Pour les autres, c'est vraiment le truc à égalité avec le dessin industriel, vraiment les matières qu'on nous impose, mais qu'il faut faire. Et le souvenir assez marquant, en fait, là, on l'a encore en rencontre avec le prof de maths de sup, et à la fin du premier trimestre, il met une appréciation sur un bulletin, plus d'initiative que de méthode. Un peu furieux, je vais le voir, je dis, mais attendez, j'ai parmi les meilleures notes, pourquoi vous mettez ça? Il me dit, t'as des bonnes notes, mais pas de la bonne façon. Okay. Quand on donne un exercice, essaie de trouver la solution à toi. C'est pas ça qu'il faut faire pour réussir les concours. Quand on donne un exercice, il faut que tu retrouves l'exercice qu'on t'a déjà donné, tu le ressortes le plus rapidement possible, comme ça tu réussiras les concours, et puis après tu pourras être créatif. Mais pour le moment, tu as besoin un peu moins d'initiative, un peu plus de méthode. C'est un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné, d'ailleurs je l'ai redonné souvent à certains collaborateurs. Voilà. Et comme quoi, encore une fois, une rencontre. Ouais, une rencontre, et puis confronter sa façon de faire avec le regard des gens. Puis là, quand personnes sont bienveillantes, elles t'aident à évoluer et puis à te mettre sur les bons rails. Et donc là, cette prépa, tu l'as vu passer facilement. Parce que le principe de la prépa, c'est quand même que tu touches à beaucoup d'activités et qu'il y a un système aussi écrémé. Il faut écrémer dans la prépa. Ouais, alors bon, quand j'arrive, moi franchement, j'ai jamais été... j'ai pas même mis dans les costumes du bon élève, donc je suis arrivé un peu l'amateur qui arrive dans un club professionnel. Bon, honnêtement, ça s'est pas mal passé.
C'était très bien, mais il y avait un peu j'avais besoin de changer un peu de façon de faire, de méthode. Donc en général, prépa, tu fais 2 ou 3 ans. Et à la fin de la 2e année, en fait, moi je voulais... Bon, ça se passait bien, j'ai dit, je passe uniquement... j'ai passé peu de concours, uniquement les l'IX et les écoles normales. Et donc j'étais admissible partout, admis nulle part. D'accord. J'étais pas bon à l'oral. En fait, j'étais pas sûr de moi, j'étais vraiment pas bon. Et donc, en général, quand tu es admissible à la fois à Normal Sup Paris et puis à toutes les autres, tu finiras par avoir quelque chose. Et en fait, le mois d'août a passé, semaine après semaine après semaine, rien. Et arrive le jour de la rentrée, j'avais rien eu. Donc là, je fais la rentrée. Et au bout de 15 jours, à Polytechnique, il y a une personne dont... Il y a un élève à Polytechnique qui a démissionné. Et donc, il m'a laissé sa place. Ah, t'étais vraiment le alors, premier en liste d'attente. En général, ceux qui ont fait 2 ans, on dit 3,5. 3 ans, 5,5. Moi, j'étais 3,5 plus epsilon. Et bon, évidemment, donc là, j'y suis allé. Mais bon, là encore, c'est vraiment un truc... Bon, j'aurais préféré passer de meilleures vacances. Mais bon, finalement, ça s'est bien passé. Et puis finalement, en fait, c'était plutôt fait pour moi. Donc ça m'a vraiment mis sur les rails qui étaient faits pour moi. Donc je suis très reconnaissant au destin. Et à la personne qui a démissionné, Xavier Gabex, si tu nous entends, merci. T'as fait des recherches sur ce qu'il fait aujourd'hui ? Ouais, il fait de l'économie. Il fait de l'économie, il est plutôt aux États-Unis. Mais donc, je pense que c'est un gars très bien. En tout cas, il a fait une chose très très bien dans sa carrière. Pour le reste, je connais un peu ça a l'air d'être un bon économiste, mais ce qu'il a fait beaucoup plus jeune, ça vraiment, c'est quelque chose de bien. Et alors, le jeune homme qui s'exprime peu ou qui aime pas s'exprimer à l'oral, plutôt renfermé, là, à Polytechnique, ça l'ouvre, ou il reste concentré sur ses cours ? Ouais, non, moi j'étais concentré. En fait, je faisais partie de ceux qui étaient toujours dans la salle informatique. On était là-dessus. Bon, les matières m'intéressaient. Bon, on s'ouvre un peu, mais non, j'étais quand même plutôt encore assez réservé. Je m'étais pas encore complètement trouvé. Quels sont tes meilleurs souvenirs de cette période ? Il y en a plein. Déjà des amitiés, des personnes que j'ai rencontrées puis que je continue à voir. Les échanges avec les profs, ils sont bienveillants. Ils font l'hypothèse que par défaut, par défaut, les personnes qui viennent les voir sont intéressées, sont curieuses, sont intelligentes. Plutôt la déco. Puis bon, c'est quand même un confort. C'est quand même dans un endroit très sympa. T'es sur un campus. C'est vraiment des très très bonnes années. Ça passe vite ? Année après année, quand on se retourne, ça passe toujours trop vite. Et ça te donne plus d'éclaircies sur ce que tu veux faire dans la vie, sur l'orientation que tu veux donner ? C'est plutôt l'inverse, parce qu'en fait, alors on avait beaucoup d'informatique, plein de trucs intéressants, mais je sors sur le marché du travail, en fait, au milieu des années 90, et à ce moment-là, on était avant la bulle Internet, donc ce qu'on faisait dans l'informatique, c'est pas très intéressant. Je me souviens avoir passé un entretien avec le directeur général d'une société de services informatiques, en gros, qui m'expliquait qu'il y avait une pyramide alimentaire comme ça. Lui, il était en haut. Moi, j'allais entrer dedans, être dans une armée de types qui faisaient des développeurs. Je me suis dit, c'est pas forcément pour moi. Et en même temps, en fait, j'avais la possibilité en fait de rentrer dans la fonction publique et de devenir économiste. Et là, en fait, à l'ENSAE, qui est l'école qui prépare les économistes, là, pour le coup, on faisait à l'époque de la data science, notamment toutes les maths financières qui se faisaient sur les marchés. Donc là, c'est de l'informatique qui me semblait un peu plus sympa. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Et puis appliquer au cas réel. Oui. Puis l'économie, alors c'était un peu mystérieux pour moi. Et donc je me suis dit, tiens, je vais comprendre l'économie, donc je vais y aller. Donc tu démarres avec un statut fonctionnaire, tu les fais. Ça dure combien de temps, l'INSEE ? L'INSEE, ça dure 2 ans. Ça a 3 ans quand tu l'as fait en entrant à l'INSEE. Quand tu as fait l'X avant, tu t'entres en 2e année. D'accord. Donc ça te faisait un bac plus 5. Voilà. Et à l'issue de ces 2 ans ? Pendant l'INSEE, j'ai fait aussi un DEA de marketing et stratégie à Dauphine. L'idée, c'était de me dire que j'ai fait beaucoup de matières quantitatives. Je voulais m'intéresser un peu aussi à autre chose.
et puis découvrir aussi l'université. Alors pas une université où les gens faisaient des maths, parce que j'aurais trouvé des choses qui étaient proches de ce que j'avais vu, mais quelque chose de différent. Très intéressant aussi, là aussi des rencontres intéressantes, des façons de voir les choses différentes. Et à l'issue, comme j'étais élève fonctionnaire, j'ai pris mon premier poste. Donc mon premier poste était à la direction du Trésor. Donc en fait, j'étais à un poste où je m'occupais d'analyser les propositions en matière d'industrie ou d'innovation. Donc c'était la mise en place des dispositifs de capital risque, c'était des plans d'accompagnement industriel, des questions de stratégie industrielle. On parlait pas trop de souveraineté à l'époque, c'était plutôt vu sous l'angle de l'emploi, d'améliorer la croissance. Donc ça, c'est un poste qui est, pour quelqu'un de curieux, c'est super intéressant. C'est transverse. Parce que déjà, toutes les idées possibles pour changer les choses passent chez toi. Donc mon rôle, c'était de les analyser, puis de dire au ministre, voilà ce qu'on peut faire, voilà les risques, voilà. Donc on apprend beaucoup. La direction du Trésor, c'est un endroit formidable parce que vous avez à peu près tous les pans de l'économie qui sont observés. Donc aussi, vous rencontrez des tas de personnes, vous pouvez échanger, comprendre des choses. Donc c'est vraiment très très intéressant, j'ai vraiment adoré. J'ai juste une frustration que j'ai confiée à l'époque au directeur du corps des administrateurs de l'INSEE, c'est que j'aimais beaucoup ce que je faisais, mes clients l'aimaient bien. Simplement, j'ai le sentiment qu'ils l'utilisaient pas assez. Donc je lui ai dit, je voudrais plutôt passer sur l'opérationnel parce que j'aime bien ce que je fais, mais c'est pas assez suffisamment utilisé. Donc du coup, je suis allé sur des postes plus opérationnels au ministère des Finances. Et c'est rigolo, mais parce que l'épisode précédent était avec Augustin Romanet, qui est également passé par le Trésor. Je ne sais pas si vous êtes peut-être croisés dans les couloirs. Non, il était au budget et je l'avais croisé en fait. Oui, je l'ai croisé. Non, c'est rigolo. Sur cette partie très opérationnelle, il n'y a toujours pas d'informatique. Si, il y en avait un peu. La partie data science, peut-être ? Ouais, toute la partie alors deux choses. La partie économie, c'était de l'informatique, des séries temporelles, des analyses de données. Et puis, en fait, dans les postes que j'ai fait par la suite, j'avais notamment un poste en audit. Donc, à l'époque, je faisais des programmes qui faisaient mon boulot. Donc, je finissais mes journées beaucoup plus tôt que mes collègues. Je scriptais mon travail. Bon, qu'un regret, c'est que l'IA n'ait pas existé à cette époque-là. Parce que je pense que je serais peut-être resté chez moi. Une matinée au lieu d'une journée, 2 heures. Quel est le souvenir que tu gardes justement de cette époque-là où tu avais un rôle qui était clé pour l'interprétation de données, tu devais rendre des choses qui sont très complexes intelligibles pour des ministres. Ça donnait quoi comme sentiment d'être dans ce rouage ? Parce que tu appartiens à la fonction... les ministres changent, mais toi tu restes. Donc, tu découvres la complexité de la réalité. Tu découvres, notamment je m'occupais des questions de plans sociaux, tu découvres la difficulté, tu découvres un concept que un professeur dont j'ai oublié le nom, canadien, appelle l'immoralité analytique. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu peux faire quand tu regardes la réalité et les gens dans un tableur Excel, tu peux te trouver à faire des choses qui ont des conséquences extrêmement importantes pour les gens que tu ne prends pas en compte. Voilà. Alors, moi, des fois, c'est pas ton travail de le faire, mais en tout cas, il y a quand même une certaine responsabilité à celui qui regarde la réalité à travers un tableur Excel. Tu découvres aussi que tu sais pas tout, il y a beaucoup de talent, donc ça c'est quand même intéressant. Et puis aussi ce que tu découvres après, c'est-à-dire qu'effectivement quand tu es dedans, t'as aussi un peu ça en cabinet ministériel, c'est-à-dire que tu as une vision un peu de l'économie, tu te sens un peu au centre d'un système. Bon, après, quand tu prends du recul, tu vois l'extérieur, tu vois que tu es au centre d'un système, mais qu'il y a aussi de moins en moins de grippe sur la réalité. Tu es au centre d'un système qui a quelquefois un peu de difficulté à traduire en termes opérationnels ce qui met sur des textes. Mais en tout cas, je pense que c'est intéressant, c'est formateur. Ceux qui font ça, en général, travaillent beaucoup, sont vraiment passionnés. C'est vraiment des gens qui sont entrés parce qu'ils avaient envie de servir le public au sens large. Donc c'est toujours intéressant de travailler avec des passionnés. Tu restes combien de temps ? Je reste au ministère des Finances. J'y reste jusqu'en 2000. Fin 99. Et là, donc, je suis nommé conseiller économique de la ministre de l'Emploi. Donc là, je vais m'occuper des aspects économiques, des sujets sociaux. Donc je poursuis un peu la réflexion qu'on avait évoquée. Voilà. Qui était la ministre à l'époque ? C'était Elisabeth Guigou.
Ouais. Donc c'était un peu la deuxième phase du mandat où la croissance se réduisait un peu, c'était un peu plus compliqué, les questions de finances publiques qui se posaient. Et puis sur des enjeux, c'était un très très gros ministère qui faisait emploi, santé, solidarité. Donc il y avait quand même à peu près tous les aspects sociaux. Ouais. Et puis il y avait déjà certains des sujets qu'on voit maintenant, par exemple les retraites. On s'est occupé de la création du Conseil d'orientation des retraites. Il a été créé à ce moment-là, avec l'idée que sur ces réformes difficiles, c'est important de mettre en place un système où les Français comprennent leurs propres problèmes. C'est pas la peine d'aller leur proposer des réformes s'ils n'ont pas compris. Il faut mettre un système qui permet aussi de discuter, de dialoguer avec les partenaires sociaux, d'avoir des scénarios pour que chacun comprenne l'ampleur du problème. Et en général, et ce que j'ai constaté après dans ma carrière, qu'en général, les gens sont intelligents. Quand ils ont la même information, en général, ils vont dans le même sens. Si ils s'opposent, quelquefois, c'est juste qu'ils n'ont pas partagé la bonne information, ils sont pas arrivés à un accord sur leur désaccord. Donc, c'était aussi ce genre de choses-là. Puis il y a tous les sujets de la négociation sociale, de ce qu'on appelle les corps intermédiaires, toutes les personnes, tous les acteurs de ce domaine-là. Donc, je pense que pour quelqu'un qui venait plutôt de l'informatique, c'est un milieu intéressant et utile à découvrir. Et puis je pense que c'est important pour un manager de savoir marcher sur ses deux pieds. C'est-à-dire qu'il y a quand même une entreprise, c'est un système social. Et puis c'est aussi une machine à produire. Et c'est important d'être capable de bien comprendre les deux. Et tu trouves que par rapport au sujet, si on prend l'exemple des retraites aujourd'hui, ce qui fait que les discussions sont plus dans un format de débat, c'est lié à l'information, le fait que tout le monde n'a pas la même information, ou c'est lié aussi un peu à de l'idéologie ou un mélange de tout? Alors je pense que c'est compliqué. Et, le premier point, moi je suis pas sûr qu'on informe bien les gens. Pendant des années, on leur a dit on leur a présenté un système comme étant tout à fait solvable. Donc effectivement, des personnes, par là des fonctionnaires à la retraite, ils disent « Mais attendez, c'est le contrat qu'on m'a donné, on m'a toujours dit que c'était possible. » En même temps, je me retourne, je pense à mes enfants et je dis, c'est que ce serait quand même pas responsable de faire accumuler une dette juste parce que on n'a pas été capable d'ajuster le niveau des promesses avec ce qu'on peut réellement financer. Donc je pense qu'il y a, quand on regarde cette histoire-là, les premières déclarations, le ralentissement démographique, on a commencé à le voir en fait dans les années 70, début des années 70. Donc à l'époque, il y a eu des plans pour relancer la natalité qui n'ont pas eu d'ailleurs un impact durable. Pourquoi ? Parce que tu regardes dans le monde, tous les pays du monde ont eu la même chose. Donc c'était pas quelque chose de français que tu pouvais retourner par une politique. Tout comme d'ailleurs, c'est pas la responsabilité des dirigeants actuels si la natalité est sans. Tu regardes, c'est le cas dans tous les pays du monde. Il y a des facteurs très généraux qui vont dans ce sens-là. Et donc, quand tu comprends que c'est plus général, tu es encore dans les années 70, là tu pouvais agir. Je pense qu'on a été quand même très tard à agir. Et ce genre de choses, plus tu les prends tard, plus c'est douloureux, plus c'est difficile, et puis plus c'est injuste, parce que l'ajustement, il va se porter sur les derniers arrivants. Entre-temps, tu as des générations qui sont parties et qui, de toute bonne foi, ont pris la retraite qu'on leur a proposée. Bien sûr, oui. Donc là, tu as quel âge quand tu étais au ministère du Travail? J'avais 30 ans. Donc c'est absolument génial à 30 ans d'avoir cette expérience-là déjà. Oui, c'était rigolo. Puis une partie de mon travail, c'est aussi d'expliquer aux interlocuteurs internationaux ou même voir à la presse les politiques économiques, l'impact de ce qu'on faisait. Donc ça, c'est intéressant. Alors il y a un côté un peu grisant. Bon, après, faut rester humble et raisonnable. Déjà, tout n'est pas parfait. Avec le bilan, tu vois que c'est plus compliqué quand tu es dans le monde réel que quand tu es un peu dans cette machine. Tu fais un décret, c'est simple, tu as résolu le problème. Bon, après, est-ce que ce décret fonctionne? Est-ce qu'il a le bon impact? C'est des choses plus compliquées. Donc, ce mélange un peu, c'est grisant, puis avec le recul, de dire, faut rester raisonnable, et donc ce que tu dois faire, c'est de faire ce que tu peux au mieux, essayer d'être juste, transparent, et puis de laisser un héritage qui soit raisonnable et dont tu n'es pas à rougir. Surtout que tu as 3 enfants maintenant, donc... Ouais, mais même sans, c'est une question morale, mais t'as plusieurs conceptions de la morale, mais la conception qui me parle beaucoup, c'est celle de l'éternel retour. Donc tu ne fais
les choses sont morales si tu les referais éternellement si la décision se présentait à toi. Bon, par exemple, certaines décisions sur les retraites, je pense que si les personnes qu'ils ont prises revenaient aujourd'hui, ils les referaient peut-être pas éternellement. Ouais, ils changeraient, ouais, ça serait pas aligné avec leur morale. Qu'est-ce que tu fais après et comment ça se passe? Donc après, il y a une élection. Donc l'élection induit un changement de majorité. Et donc dans ces métiers-là, tu regardes la télé, puis tu vois le secrétaire général de l'Élysée qui annonce un nouveau gouvernement. Et puis voilà, tu as une passation de pouvoir, puis ensuite tu rentres chez toi. Et donc voilà, après tu cherches. J'ai passé quelques temps dans l'administration, enfin le temps de trouver le job d'après. Et puis donc après, ce que j'ai fait, donc j'avais travaillé en fait. J'ai rejoint donc la ville de Lille, donc je me suis occupé en fait des finances et j'avais aussi les affaires juridiques et puis j'avais aussi l'informatique. Là encore, enfin très intéressant. Il y avait à la fois des sujets complexes, par exemple c'est l'époque où il y avait en fait dans les comptes des villes ce qu'on appelle les produits toxiques, donc des produits dérivés qui avaient été vendus par des banquiers un peu agressifs à des équipes financières de collectivités locales qui souvent n'avaient pas complètement compris tous les impacts. Type subprime et... Exactement, c'était les subprimes à la française. Donc alors j'en ai trouvé du coup d'ailleurs bonne intuition puisque c'était donc 2-3 ans avant la crise financière. Je me suis dit, je comprends pas ces trucs-là, donc on dit on arrête de les acheter, puis on va provisionner tout ce qu'il y a. Il n'y a pas beaucoup de villes qui l'ont fait. Même d'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit sur la faillite de Dexia, qui était une des banques qui avait été impliquée. Et en fait, ils disent, voilà, il y a une ville où il s'est passé un truc avec un directeur financier qui avait les crânes un peu plus durs que les autres. Voilà. Alors ça, c'était probablement un peu mon côté plus initiative que de méthode. Donc même si tout le monde le faisait, à un moment, il y a un truc qui me disait, ça j'y crois pas. En fait, j'ai posé la question à mes équipes. Je dis, ok, le taux d'intérêt demain, comment vous calculez sa valeur? Il me dit, on ne sait pas, on demande à la banque. Je dis, bon, on va arrêter tout ça, on va acheter des produits à taux fixe ou à taux variable, et c'est tout ce qu'on va faire. Et à l'époque, tu faisais ça, tu passais pour un ringard, enfin, tu étais vraiment old school. Donc, ces sujets-là, il y avait aussi des sujets de développement intéressants. C'était à Lille, notamment à l'époque, le développement d'Euratechnologie, enfin même la création, il n'y avait rien qui existait, donc le bâtiment était créé, donc ça, je m'étais occupé avec l'élu à l'époque qui s'appelait Pierre de Saint-Ignon, enfin un type vraiment remarquable. Et puis magnifique projet, Euratechnologie, si tu veux en dire un mot, parce que c'est le premier incubateur de start-up qui était donc à Lille, et c'est une ancienne usine qui a été complètement réhabilitée, si je ne me trompe pas. C'est ça. Pour créer un écosystème avant Station F, avant... Exactement. Alors, à l'époque, tu vois, c'est vraiment avant Station F, et puis c'était pas Xavier Niel qui portait le projet, tu vois, c'est la ville de Lille qui portait ça. En gros, les gens disaient, ouais, vous voulez créer la Silicon Calais, passer dans le Nord-Pas-de-Calais. Ils en rigolaient. Résultat, effectivement, c'était vraiment une vision qui a fonctionné. Il y avait pas mal d'atouts, y compris géographiques à Lille. On avait travaillé pour avoir des bonnes interconnexions réseau, et puis voilà, ça a pris. Et effectivement, c'était plutôt visionnaire et en avance. Ça faisait quoi de quitter Paris pour aller à Lille parce que t'as pas d'origine du Nord? C'était vraiment l'opportunité. Il y avait quelqu'un qui t'avait fait venir à Lille? Une rencontre? Non. T'avais postulé? Il y avait en fait, je connaissais des personnes dans la ville, et puis à un moment, il m'a dit, tiens, est-ce que ça t'intéresse? J'avais regardé, je dis, ouais, ça a l'air intéressant. Okay. Moi, ce que je voyais, c'est que c'était utile. Une certaine autonomie, parce j'avais une équipe, vraiment des gens je trouve très accueillants, avec lesquels on a vraiment pu faire changer les choses, tu vois, qui avait accepté qu'un patron qui arrivait, qui passait un peu tout en revue, donc ce côté c'était plutôt très bien. Et puis, en fait, c'est très concret. Bon, secteur public fait pas mal de choses, mais là, c'est vrai que dans une ville, tu décides une chose, c'est ton exécutif, derrière, ça change, et puis 3 mois après, tu vois qu'il y a une rue qui a changé, il y a des choses qui fonctionnent. Et puis en termes d'activité, là, donc tu as à la fois du développement économique, donc j'avais un marché couvert, donc c'est une halle commerciale dans laquelle il y avait des commerçants qui vendaient des produits frais. Il y avait à la fois des sujets de financement de la culture, sociaux, des sujets opérationnels. On avait lancé des plans de réduction des coûts d'achat.
Il y avait des sujets de gouvernance. Une ville, c'est assez compliqué. Il y a un exécutif. Bon, en général, c'est une majorité, mais dans la majorité, les membres sont toujours un peu aussi en concurrence parce qu'il y a des mouvements différents. Donc, en général, les contradictions, elles finissent dans les mains du directeur financier. Donc, gérer ça, c'est aussi... il y a une certaine complexité, mais c'est quand même assez intéressant d'arriver quand même à boucler ce genre d'équation. Et puis aussi, donc l'environnement local, venant de fonctionnaire d'État, c'est un environnement qui est intéressant parce qu'il est beaucoup plus opérationnel, les choses se transforment vite, et quand même moins dans la théorie et la note, et plus dans l'exécution, et c'est très agréable. Et la ville de Lille, c'est un budget de combien à l'époque? De mémoire, à peu près 500 millions, 5000 agents. Ouais, donc c'est quand même conséquent. C'est moins que ce que tu as pu avoir par le passé, mais par contre là, t'as beaucoup plus de liberté. Alors en plus, c'est un cadre qui est assez concret. Enfin, quelques années après, chez General Electric, je me souviens, il y a des collègues qui me disaient quand même ça devait être dur pour toi de passer de la fonction publique à DG. Non, c'est dans l'autre sens que c'est dur. Parce que dans la fonction publique, tu choisis pas qui tu recrutes, tu peux pas faire bouger les gens, tu peux pas définir le montant de leur salaire, tu as très peu de levier. Donc si tu arrives à faire bouger les choses, c'est beaucoup plus dur. Chez DG, tu appuies sur un bouton et puis le type, il a 5 000 € en plus. S'il a bien bossé, les gens s'alignent beaucoup plus facilement. Et alors justement, parlons-en. Là, comment ça s'est fait? Parce que ça s'est fait tout de suite après GE, ou il y a eu une étape entre les deux? Non, donc Lille. Ensuite, après, j'étais directeur de cabinet du ministre du numérique et de la prospective. Donc là, c'était monter un ministère, les premiers plans France Numérique, la création de l'ANSSI. Donc vraiment des gros sujets. Puis sur la partie prospective, un peu recréer la fonction stratégie prospective de l'État. Et comment ça vient, ces idées? Parce que là, aujourd'hui encore, on en parle. Enfin, ça a un impact quotidien dans la vie des Français. Les idées... l'idée, c'est qu'on avait 2 missions. Le numérique et la prospective. Il y avait aussi l'évaluation. En fait, qui sont 3 choses dont le grand public... auquel le grand public ne s'intéresse pas trop. Non. Donc, avec... En fait, et ça, je pense que c'est une constante. En gros, la vie, c'est un tournoi de poker. On donne un jeu. Bon, franchement, là, c'est des cartes dont personne ne veut. Non, mais c'est vrai, parce que c'est pas un sujet où tu vas passer à la télé tous les jours, tu vas être là. Donc, tu peux dire, voilà, c'est pas grave, je vais aller inaugurer une start-up tous les jours, je vais faire de la com. Donc ça, c'est très bien, mais au bout de 3 ans, ton bilan, c'est 0. C'est-à-dire qu'il reste rien, tu laisses aucune trace. Moi, ma constante dans les jobs que j'ai pris, c'est prendre quelque chose où je me dis que je peux faire un changement, et puis me dire, il y a un point A aujourd'hui, il y aura un point B à la fin, et entre les deux, je pense que je suis la bonne personne pour faire bouger les lignes. Et là, c'est comme tu arrives sur un champ qui est un peu vierge, tu peux faire des choses. Donc c'est ce qu'on a fait. Ouais. Et ensuite, l'idée, c'est par rapport à la mission, donc les missions d'intérêt général, c'est dire où sont les plus gros écarts d'alignement. C'est-à-dire que les sujets entre ce que les Français voudraient, ce que les Français ont les moyens d'avoir et ce qu'il faudrait pour l'intérêt général, quels sont les endroits où il y a les plus grands écarts. Ensuite, tu fais un plan dont l'objet est de réduire ces écarts. Et en général, un politique qui arrive à réduire des écarts dans ce domaine-là, il est bien vu parce que c'est effectivement ce qu'on attend de lui. Politique qui fait que de la com, il peut être bien vu à court terme et être plus visible, mais 3 ans après, tu te diras, au fait, il a fait quoi? Et tu as du mal à répondre. Ouais. Ça devait être des sujets absolument passionnants. On va avancer parce qu'il faut que tu nous racontes absolument l'étape d'après. Ouais, plutôt passer au privé. Dis-nous tout, comment ça se passe? Donc, même chose, hein, quand tu finis un mandat. Alors, mandat directeur de cabinet, c'est assez simple. Hein. Directement rattaché au ministre. Il y a un remaniement. Ouais. Bon, en général, et là c'était mon cas, tu es plutôt attaché à un domaine. Bon, là, le suivant, c'est pas ton domaine. Du jour au lendemain, ton téléphone ne sonne plus. Donc, la veille, tu es au centre du monde, tu as 15 rendez-vous par jour avec 3 personnes, tu vois à peu près tous les gens célèbres dans ton domaine. Le lendemain, tu n'as plus rien. Alors, c'est plutôt toi qui appelles les gens, en tout cas ça se rééquilibre, et puis là tu fais d'ailleurs la différence entre les courtisans et puis les gens qui n'ont rien à foutre de toi, et c'est pas un mal, hein, je dirais. Chacun a ses préférences, et puis les gens avec lesquels tu crées vraiment des liens, et c'est vrai que c'est quand même l'occasion de rencontrer des tas de monde. Là j'ai des tas de rencontres très intéressantes, mais bon, en même temps il faut que tu te retrouves un job. Et donc là, en fait, j'avais envie je pense que j'avais aussi besoin de faire plus d'international,
Donc là, je suis allé chez McKinsey. J'ai fait des sujets de performance, de transformation. Et puis, en fait, assez rapidement, au bout de 3 ans, en fait, un chasseur de tête m'a appelé pour rejoindre GE. Et là, c'était l'occasion de revenir sur des postes plus managériaux. Donc, j'ai rejoint GE, donc General Electric. Alors attends, juste avant d'aller là-dessus, sur McKinsey, parce que passer, dans l'imaginaire collectif, passer du public à un cabinet comme McKinsey, on peut s'imaginer que tu fais du 8h30 17h30 et que tu passes à du 7h30 23h30. En fait, pas vraiment. En fait, la haute fonction publique, les gens bossent énormément. Donc là, c'est bon, on vient de tuer une idée reçue de jeu. Non, mais ouais, allez vous balader à Bercy ou à Matignon, regardez les fenêtres le week-end ou même en semaine à 22h où sont les tâches des cabinets, le directeur du cabinet, vous verrez qu'il y a toujours de la lumière. Donc c'est des gens qui bossent énormément. C'est même et c'est un peu obligé parce que il y a un flux énorme à traiter. Après, la difficulté, c'est justement dans cette job-là de faire la différence entre l'urgent et l'important. L'urgent arrive sans arrêt. Alors quelquefois, c'est l'urgence pour les gens qui vous écrivent, mais pas forcément pour l'intérêt général. Et les choses importantes, il n'y a jamais quelqu'un qui viendra vous dire, écoutez, c'est très important de réfléchir à l'évolution de la filière numérique dans 10 ans. On s'en fout. Ils vont demander des aides pour tout de suite, ils vont vous interpeller, ensuite à la télé, il y aura des trucs où il faudra réagir. Et donc voilà, votre priorité, c'est de garder suffisamment de place à l'important dans un domaine où vous êtes noyé et tiré vers le bas quelquefois par l'urgent. Merci, parce que là, c'est bon, on a tué le mythe. Moi, je le vois, pour parler beaucoup avec la DGE, etc., c'est tout le temps. Même l'envoi des mails, il est très tardif. Donc, passage chez McKinsey, là, tu dois travailler sur différents types de projets, des missions, comme on les appelle. Et après, tu arrives chez GE, le chasseur de tête te contacte. Ouais. Et qu'est-ce qu'il te dit, le chasseur de tête ? Il me dit, recherche quelqu'un, t'as le bon profil, c'est une boîte internationale, tu vas pouvoir ensuite évoluer. C'est vraiment un système de gestion des talents très efficace, c'est-à-dire que tu arrives, si tu marches bien, on te tire vers le haut et on te bouge de truc en truc. Bon, ça m'allait bien. Et puis, j'avais envie de revenir... j'avais un peu le sentiment que j'avais quand j'avais eu le premier poste d'études. Conseiller, c'est bien, faire, c'est quand même mieux. Et donc, j'ai dit oui. Donc, une première partie où j'avais un poste qui était donc dans GE France. Alors, GE France, on connaît pas très très bien parce que c'est ce qu'on appelle une boîte dans le B2B. Elle vend pas de produits grand public. Elle vend des turbines à gaz, elle vend des systèmes électriques, elle vend du matériel médical. Mais c'est une boîte qui, en 2000, c'était la première capitalisation mondiale. Et c'est aussi une boîte qui, qui a un peu inventé le management professionnel de la grande multinationale. Donc c'est aussi une très très bonne école. C'est à la fois une école pour apprendre un certain nombre de méthodes de gestion de la performance. C'est aussi un vivier exceptionnel. Dans les gens qui étaient chez GE Digital, j'avais le chiffre, je pense que c'était de l'ordre entre 20 et 50% des DSI du Forbes 250 qui étaient passés dans ce moule-là. Et c'est le Xerox pour les commerciaux, c'est GE pour les DSI. Pour la partie opérationnelle industrielle, c'était le cas. Bon, après, l'entreprise a changé de taille, elle a évolué, mais c'était ça. Là encore, avec des tas de personnes très bien, avec lesquelles j'ai gardé des liens, des mentors, puis aussi des gens qui ont un mode de fonctionnement très différent. Tu vois, le capitalisme, les anglo-saxons, ils ont un mode qui est beaucoup plus pragmatique. Alors, en général, moins intellectuel que les Français, mais horriblement efficace. Et donc, quelquefois, je dis à mes collègues, nous, on réfléchit beaucoup, les Américains, ils réfléchissent moins, ils font quelque chose, ça va pas, ils tournent, puis quand ils ont trouvé la bonne voie, ils sont tellement loin que toi, tu les rattraperas jamais. Qu'est-ce que tu fais alors ? Ce que je fais, donc, dans la première partie, c'était donc les opérations de GE France. Donc, t'as plusieurs BU, puis t'as une équipe. Ça y est, t'es en haut de la pyramide, là. Non. Alors, la pyramide, le haut de la pyramide, il est aux États-Unis. Mais t'es plus tout en bas. Non, au contraire, parce que tu vois, au contraire, une pyramide d'une boîte énorme, et puis toi, t'es en France, et t'as différentes business units, puis t'es là, en fait, pour... tu t'occupes de la consolidation de ces activités, un certain nombre de projets transverses, un peu du suivi de la performance ou d'avancement d'un certain nombre de plans.
Et GE France s'occupe des différentes des 3 BU que tu nous as parlé, le healthcare et Alors les turbines. aujourd'hui non, parce qu'il y a eu ça a été séparé, mais à l'époque il y avait healthcare, il y avait les systèmes électriques, il y avait les turbines à gaz, il y avait ce qui était aussi oil and gas. Donc il y avait toutes ces activités, et évidemment les moteurs d'avion. D'accord. Donc tu as plein d'activités, mais qui sont vraiment du gros B2B. Hein. Donc c'est des choses que le grand public connaît moins, parce que c'est rare qu'on achète un moteur d'avion. Non, pas toujours. Et tu es transverse à ces activités. Voilà, donc il y avait une équipe. Hein. Et donc ça, c'est donc première partie. Puis ensuite, au milieu de ça, alors le sujet digital commence à monter. Et puis à un moment se crée GE Digital au niveau mondial. Et donc là, on m'a proposé donc de m'occuper de la filiale Europe Middle East. Donc, mais alors bon, c'est toute une discussion pour savoir quel était le bon candidat. Donc il y avait une liste, ensuite une shortlist, puis finalement ça s'est fait. Et là, à ce moment-là, en fait, j'étais nommé président d'un cabis. Un cabis, il n'y a rien. Et donc tout le travail, c'était à la fois donc très intéressant, parce qu'on est dans un contexte où, bon, à l'époque, le digital industriel, en fait, est assez peu développé. Donc GE se dit, voilà, on va y aller, avec des ambitions extrêmement fortes, en disant, voilà, on va investir plusieurs milliards par an pendant 10 ans, on va vraiment être les champions. Donc ça, c'est vraiment des paris à l'américaine. Dans une boîte française, tu trouves un peu moins. Et puis il y a un double travail qui va être de consolider des activités digitales qui existaient dans les métiers, et puis de développer autour d'une plateforme qui s'appelait Predix des activités digitales qui sont nouvelles. L'idée c'était de proposer la plateforme cloud pour l'industrie. Donc Predix à l'époque. Et donc pour développer cette plateforme cloud, tu recrutes aussi des équipes de développeurs, data scientists, un peu sur le modèle Salesforce. C'est-à-dire qu'une plateforme, les gens l'achètent pas, ils l'achètent s'ils voient des cas d'usage. Donc tes équipes de services professionnels sont là pour aider à développer les cas d'usage et puis accompagner la croissance de la consommation. Combien de temps ? Là, c'est jusqu'en 2019. Donc quand tu démarres, tu es tout seul, tu as le cabis, et quand tu termines en 2019... On était plusieurs centaines de personnes, et puis on avait aussi consolidé des activités qui étaient dans les métiers. Et puis surtout, on avait alors un lieu magnifique qui s'appelait La Fonderie, qui était boulevard des Italiens. Et sur la période, on a vu à peu près toutes les boîtes industrielles de plus d'1 milliard de chiffre d'affaires en Europe qui sont venues à un moment pour voir ce que faisait GE. GE, c'est une marque phénoménale. Le pari était malin, qui était de se dire, on va transformer GE. Donc c'était une partie de l'activité aussi d'accompagner des projets de transformation interne, et on va expliquer à nos clients que voilà, s'ils veulent se transformer dans le digital comme GE, ils peuvent utiliser nos outils. Et donc bon, à l'époque, tu as peu de boîtes. Si tu dis, tiens, est-ce que ça vous intéresse de voir comment General Electric aborde le digital, qui disent, non, ça m'intéresse pas, je veux pas voir. Donc, tu as plein de rencontres. On avait, à la fois, on a eu des clients du Golfe, il y a eu, à peu près toutes les boîtes industrielles sont venues. Et c'est vrai qu'à l'époque, GE avait quand même un peu une avance. Puis aussi une certaine taille, et puis aussi l'une des idées aussi, c'était de lier le lean, les méthodes d'efficacité opérationnelle traditionnelles dans lesquelles GE avait été l'un des précurseurs, enfin après Toyota et Motorola, mais quand même plutôt très précurseur. C'était vraiment devenu sous Jack Welch vraiment l'un des points de l'ADN GE, et puis la partie digitale. Tu l'as lu, la bio de Jack Welch ? Oui, je l'ai lu. C'est passionnant. Alors, il y a d'ailleurs une anecdote qui est assez amusante, parce qu'il explique que quand il est jeune ingénieur, en fait, il était ingénieur chimiste, il prépare une expérience, il fait exploser un laboratoire. 3 jours après, il est convoqué par son chef, il se dit, bon, c'est sûr, je vais me faire virer. Il a un meeting avec son chef, il discute, il lui pose des questions sur l'équipe, la technologie, et puis rien. Et à la fin, moi, je lui dis, bon, moi, je m'attendais quand même à ce que vous me viriez. Il me dit, mais t'es complètement fou, on vient d'investir des millions dans ta formation, on va pas te faire partir maintenant. Et donc, c'est aussi l'idée qu'il y a un certain droit à l'erreur. Alors, droit à l'erreur si tu as suivi les procédures, si tu as vraiment joué dans les règles, mais je trouve que c'est assez anecdotique de cette façon de faire très américaine. Ouais. Puis c'est une erreur qui ne refera pas 2 fois, donc...
Ça, c'est sûr. Autant qu'il le fasse chez nous plutôt que chez quelqu'un d'autre. Et là encore, la leçon, je l'ai repartagée avec, pas très longtemps, avec des collaborateurs. Enfin, on avait un projet informatique qui a pas mal dérivé. Et bon, je lui ai dit, même chose, j'ai dit, écoute, on a beaucoup investi dans ta formation. Maintenant, il faut que tu rentres cet argent à l'entreprise et le prochain projet, il faut pas qu'on se sera plante. tout droit. Est-ce que chez GE Digital, les BU GE étaient aussi vos premiers clients ou étaient vos clients? C'est-à-dire que ce que vous proposiez aux autres industriels, c'était des choses que vous appliquiez à vous-même? Oui, les BU étaient nos clients. Ouais. Il y avait aussi des clients de solutions qui étaient des solutions digitales liées aux produits de GE. Et puis il y avait des solutions liées à Predix. Et l'idée, c'était le gros de la croissance, c'était de le faire sur Predix, mais aussi sur le développement aussi de la gamme de solutions qui étaient faites par GE. Il y avait aussi des acquisitions, une boîte qui s'appelait ServiceMax qui faisait du workflow de service. Des acquisitions aussi dans la cybersécurité. Enfin, c'était l'idée de développer un portefeuille qui était intéressante, fait à la GE. Siemens, dans son domaine, avait aussi une stratégie similaire. Ils ont fait plus d'acquisitions, GE avait fait plus d'investissements d'ingénierie. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, il se passe qu'on arrive à la période où plusieurs business industriels de GE ont des gros problèmes de cash. Et le plan que j'ai évoqué tout à l'heure était lié à des hypothèses d'investissement assez élevées. Et du coup, avec moins de cash, il faut faire les choses différemment. Et ce différemment, ça supposait de consolider très différemment les activités. Et ça faisait que mon rôle devenait moins intéressant. Et donc, à ce moment-là, je me dis, même chose, je ne pense pas que je pourrais apporter une valeur ou un écart. Donc, quel est l'endroit suivant où il y a un point A, je peux trouver un point B, et puis je pense que peut être la bonne personne. Donc j'ai plutôt regardé dans une entreprise de haute technologie qui était un peu en retard. Donc j'avais regardé dans la pharmacie et puis l'industrie. Et puis là, il y a une discussion en fait avec le PDG de Framatome, qui m'a donné envie de les rejoindre. Donc alors le nucléaire, je ne connaissais pas du tout. C'est vraiment un domaine. Le grand public connaît pas ce qui s'y passe, mais voilà, j'ai aimé sa vision. Lorsque quelqu'un qui est vraiment centré sur l'efficacité, la performance, moi ça me plaisait bien. Et puis il avait volonté de développer la partie digitale. Puis quand on a échangé un peu sur la vision, j'ai trouvé qu'on avait des points communs. Donc voilà, j'ai dit banco et j'ai rejoint l'entreprise. Et alors qu'est-ce que tu fais aujourd'hui chez Framatome? Donc aujourd'hui chez Framatome, je suis au comité exécutif, donc je m'occupe de 3 sujets. 1, le développement de solutions digitales pour les clients. 2, ce qu'on appelle la performance digitale, c'est-à-dire rendre l'entreprise plus efficace avec du digital et de l'IA. Et puis 3, l'IT et la cyber. Alors, il y a plusieurs choses derrière, plusieurs idées fondamentales. La première idée, c'est que de ne pas séparer le digital et l'IT. 1, pour avoir de guéguerre entre les deux. 2, pour pas avoir une catégorie de personnes qui font l'infra, d'autres qui font le digital. Et puis en fait, il y a dans une industrie comme le nucléaire où il y a des contraintes de sécurité extrêmement difficiles, les projets sont extrêmement longs si tu n'es pas capable d'avoir une bonne relation entre les deux. Et puis dernier point, moi je pense qu'à long terme, tout finira à l'informatique. C'est-à-dire que quand la technologie est moins mature, tu peux avoir un spécialiste du truc. En 2000, il y avait des vice-présidents à l'Internet dans toutes les boîtes. 20 ans après, il n'y a pas de vice-président à l'Internet. Le directeur du marketing, il fait de l'Internet. En revanche, l'IT a récupéré toute la partie back-office et puis est un partenaire important des métiers. Ouais. Donc, c'était ça la vision. Et le fait d'intégrer les deux, ça évite de se poser des questions. Tu as une certaine fluidité entre les deux. De toute façon, c'est beaucoup plus simple d'accompagner les équipes et puis de pas t'imposer, avoir une stratégie qui serait dictée parce que tu as une organisation qui est pas faite. Là, tu as plus de fluidité. Deuxième point de vision, c'est que la transformation, c'est outiller les bons processus avec les bons outils. Et la première étape, c'est d'avoir des processus qui fonctionnent. Si tu digitalises des processus pas efficaces, tu vas cristalliser les inefficacités dans un logiciel et puis après, tu pourras pas les changer. Et puis en fait, ou alors tu vas cacher la complexité, c'est-à-dire que tu vas mettre un front, tu as l'impression que c'est simple, et puis derrière, tu auras un truc qui est beaucoup trop compliqué, donc il faut vraiment faire les deux. Ouais. Et donc, voilà, ça c'était une vision qu'on avait partagée. Quand j'arrive 2019, en fait, il y avait encore beaucoup d'incertitudes sur le nucléaire, donc j'ai
j'ai quand même réfléchi. Bon, aujourd'hui, voilà, le ciel est beaucoup plus dégagé. Hein. Les programmes EPR sont confirmés. Et là, l'enjeu, c'est plutôt maintenant d'être capable de l'exécuter, de réduire les coûts tels que l'attendent nos clients et nos actionnaires. Donc là, on est vraiment dans une logique qui a l'avantage d'être une logique de long terme. C'est-à-dire que s'il y a un programme, ce programme, les mises en service des réacteurs, elles vont se faire en gros entre les années 2035 et 2045. Hein, donc tu peux voir à l'avance, Oui, tu peux investir projeter, en recherche. tu peux investir sur des jeunes, tu peux recruter, faire grandir des talents. Dans un monde industriel où si tu regardes aujourd'hui la conjoncture et les autres entreprises, quelquefois c'est un peu plus incertain. J'ai une dernière question par rapport à ça. Il y a la branche d'Alstom qui a été revendue aux Américains. C'est quoi? C'est une opportunité pour Framatome? Alors la partie Arabelle, hein, les turbines, donc c'est les turbines nucléaires. Effectivement, elles avaient été vendues avec Alstom aux Américains. Là, elles reviennent dans le giron du groupe EDF. D'accord. C'est assez logique, hein, parce que c'est des éléments clés des centrales nucléaires françaises. Donc il y avait un vrai intérêt pour les Français. Et tu vois, la presse parle de la vente d'Alstom, mais parle pas du retour des turbines chez EDF, par exemple. Ouais, là, évoque. Bon, après. Faut vendre du papier. Non, moi je laisse les commentaires commenter, c'est les commentateurs commenter. Mais effectivement, là c'est dans le groupe, c'est un élément clé, c'est vraiment, il y a un savoir-faire qui est vraiment très important. Il faut bien comprendre que dans le monde nucléaire, si tu regardes le monde OCDE, hein, les pays qui ont vraiment la capacité à développer des nouveaux réacteurs, tu as les Américains, les Coréens du Sud, les Français. Puis ensuite, tu as les Chinois et les Russes. Donc toi, c'est un club à 3, et la France fait partie de ce club à 3. Donc c'est une grande fierté pour ceux qui y sont, c'est une responsabilité aussi, parce que il faut faire tourner ça, et puis il faut protéger cette filière et la développer. Mais tu vois, il y a peu de secteurs industriels dans lesquels on est dans cette situation-là. Combien d'attaques par an sur Framatome? Cyber ? Ouais. Alors oui, le chiffre, il y a plusieurs gradations d'attaques, mais les attaques... phishing, chacun en reçoit une dizaine par jour. Hein. Dans les attaques sérieuses, je ne vais pas donner de chiffres, ou je ne peux pas donner trop de détails là-dessus, mais il y en a un certain nombre. Notre objectif, c'est évidemment de protéger contre ces attaques, de rendre l'entreprise résiliente, c'est-à-dire d'assurer qu'on puisse fonctionner quelle que soit la profondeur de l'attaque, et puis évidemment assurer qu'il y ait le moins d'attaques profondes que possible. Et là, depuis un certain nombre d'années, on n'a pas eu à subir des coups majeurs liés à ce genre d'attaques. Des attaques, il y en a régulièrement. On a vu que l'origine de ces attaques avait un peu évolué dans les années récentes. Ça fait partie du fonctionnement. Hein. Oui, c'est important. Je pense que en tant que Français qui utilisons de l'énergie nucléaire dans notre quotidien, on se rend compte derrière de tout le travail et de tous les sujets qui doivent être adressés. Notamment, tu nous as simplifié en parlant des 3 départements que tu as, sauf qu'on se rend pas compte que derrière, c'est une énergie absolument incroyable pour que nous, on soit seamless, quoi. On puisse consommer ça, appuyer sur l'interrupteur sans qu'il y ait aucun problème, et qu'on se rende compte de rien. Donc, déjà, merci. Et bravo. Alors, c'est effectivement, c'est des hautes technologies. Il y a vraiment des gens qui sont, en général, une grande fierté, pas au sens l'opposé d'humilité, mais les gens sont conscients qu'ils ont une responsabilité. C'est effectivement une industrie dont l'objet est de maîtriser des risques. Et d'ailleurs, tu regardes le track record en France des accidents nucléaires civils, il est extrêmement ténu. C'est-à-dire que de temps en temps, on entend dans les médias qu'il y a eu un incident, mais un incident, c'est-à-dire qu'au sens de l'ASN, il y a effectivement des choses qui étaient en écart par rapport à une règle. Alors, c'est pas bien, mais des accidents qui aient des conséquences graves pour des personnes, il y en a très peu. Des décès liés à des accidents, c'est pas en France qu'on les trouve. Et donc l'ensemble des énergies, des personnes de ce métier, c'est vers la réduction des risques. Évidemment, les risques contre les personnes, notamment industrielles, mais les risques liés aux produits. D'ailleurs, en fait, du coup, ça entraîne en fait des fonctionnements que
que les gens ne comprennent pas forcément. Par exemple, bon, de temps en temps, il y a des débats sur les délais des constructions des réacteurs. Un délai de réacteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une industrie qui dit tant que je ne peux pas garantir qu'il n'y a absolument aucun risque, le truc ne démarrera pas. Si je compare au logiciel, il y a un dicton logiciel qui dit un bug et un update, ça fait 2 ventes. Un logiciel buggé, un update, ça fait 2 ventes. Bon, les mauvais éditeurs logiciels raisonnent comme ça. Le nucléaire, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que voilà, on préfère décaler qu'être dans la situation où il y a le moins de risques possible. Bien sûr. Et donc derrière ces décalages, ça traduit aussi une attention maximale au risque. Et c'est indispensable. Et c'est indispensable, et c'est ce que chacun attend du nucléaire. On attend de l'énergie à bas coût, et on attend aussi que ce soit pas source de risque. Et là encore, on regarde les track records, si on compare le nombre des accidents par mégawattheure d'énergie produite, si on compare toutes les énergies, le nucléaire est de loin l'énergie où il y a le moins d'accidents par mégawattheure, même en comptant les catastrophes qui se sont passées dans des situations où... Bon, si je pense à Tchernobyl, qui était du point de vue industriel et de maîtrise des risques, qui n'avait absolument rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Vincent, on va passer à la deuxième partie qui s'appelle le Speed Questionnaire. Donc, je te fais 3 propositions, tu me dis celle qui te parle le plus. Café, thé, chocolat? Thé. Thé vert, thé blanc, thé noir? Thé vert. D'accord, comme thé vert. Matcha. Matcha, plutôt japonais. Matin, midi, soir? Plutôt matin. Je me lève très tôt. Même en vacances, je suis en général rarement levé après 7 heures. Et qu'est-ce que tu fais? Tu as une routine le matin? Je lis, j'écris un peu. Pour moi, c'est le moment où je peux faire passer l'important avant l'urgent. Ville, campagne ou montagne? Indifférent. Nucléaire, éolien ou autre? Nucléaire. Lecture, cinéma, musique? Lecture. Printemps, été, automne, hiver? Été. Et alors, si je reviens sur lecture, qu'est-ce que tu aimes lire? Alors, je lis plutôt des livres d'économie, de sciences que des romans. Moi, les livres qui m'ont marqué, Good to Great, qui est un bouquin justement sur le management de la performance dans la durée, vraiment très intéressant. Des livres d'économie, notamment le livre de Mintzberg, qui s'appelle Managers Not MBAs. Et dans lequel d'ailleurs il parle de l'immoralité analytique. Donc comment tu peux faire des choses totalement immorales juste parce que tu regardes les gens à travers un tableur Excel. Vraiment un bouquin et un concept intéressant qui devrait être enseigné dans les écoles de commerce. On mettra la référence du livre aussi dans la description. Innovation, tradition et disruption. Innovation. Machine learning, IA gen, small language model, autre. Cloud ou on-premise? On-prem. Et enfin le dernier, management, entrepreneuriat ou recherche? Intrapreneuriat. Ouais. Management du développement, mais dans des grands groupes. Ouais, ce que tu as fait à plusieurs reprises. Je passe aux mes 3 dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de lecture, un podcast, une newsletter? Alors lecture, merci, parce que tu nous en as donné plusieurs. Alors, lecture, ce que je lis régulièrement, The Economist, c'est intéressant parce que c'est un peu... Il y a une vision mondiale, et puis quelquefois, d'ailleurs, ce qu'ils écrivent sur la France, ça peut nous inspirer. Dans les livres, j'en ai cité 2. Podcast. J'aimais beaucoup le blog d'un économiste qui s'appelle John Kay, qui a beaucoup réfléchi justement sur le sens de l'entreprise. Alors, il publie un peu moins récemment, mais il a écrit beaucoup de choses très intéressantes. D'accord. Pareil, on rajoutera le lien. Est-ce que tu as un ami, une connaissance que tu me recommanderais d'inviter sur le podcast? Oui, il y a un type que j'adore, alors qui se met jamais en avant, Christian Vigouroux, en fait, qui était le directeur de cabinet d'Elisabeth Guigou. Je pense que c'est vraiment quelqu'un de très, très intéressant, qui a beaucoup réfléchi sur l'éthique, notamment l'éthique, il est magistrat. Donc, je pense que c'est quelqu'un d'intéressant à écouter, surtout dans les temps actuels où il y a des questions sur la justice. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il s'occupe du Conseil supérieur de la magistrature. D'accord. Okay. Ça va pas être fan tous les jours. C'est vraiment un milieu. Alors moi, j'en suis pas le meilleur connaisseur, mais très 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 attachant. Et alors, Christian, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il est capable d'avoir de l'humour même dans la situation difficile, voire tendue. Et voilà, il l'a démontré à maintes reprises. Merci beaucoup. Et dis-moi, dernière question, c'est la meilleure manière si on souhaite te contacter, quelle est la meilleure manière de s'y prendre? Par LinkedIn.
par LinkedIn. Vincent, encore un grand merci de nous avoir accueillis chez toi. Tu vas pouvoir aller profiter de ta fille maintenant. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé votre attention et j'espère que cet échange vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à commenter cet épisode sur Spotify et YouTube, mais également à vous abonner sur votre plateforme favorite. Vous pouvez également m'envoyer un message sur LinkedIn, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.